Donc, peut-être juste avant de commencer puis de parler de la douleur de façon plus spécifique, me présenter pour vous dire un petit peu qui je suis. Donc, je suis médecin spécialiste en gériatrie. Puis après ma formation en gériatrie, j'ai fait une formation supplémentaire là, de 3 ans à New York, spécifiquement en douleur puis en soins palliatifs. Puis depuis mon retour à Montréal, donc depuis 2004, je travaille ici, puis à l'Hôpital général de Montréal, où on a aux 2 endroits, mais surtout ici maintenant une clinique de douleur qui est spécialisée pour ce qu'on appelle les personnes âgées. Donc, âgées de combien? Parce qu'âgé, ça ne veut rien dire. Là. On peut être âgé de 2 ans ou âgé de 3 ans. Donc, pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Avant, on était un petit peu plus lousse, puis on en a pris les 61, mais maintenant, on est très sévère. Donc, si on en a des fois qui nous disent « Ah, je vais avoir 65 dans 3 mois », ben, on se verra dans 3 mois, parce qu'on est obligé de le faire. Donc, on va parler de la douleur, problèmes et solutions. Juste avant, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de douleur? Pourquoi on s'intéresse autant? Vous le savez, là, on en parle beaucoup au Québec aussi, de soins à domicile pour les gens âgés, tout ce qu'il faut faire à cause de ça. Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, vous le savez, c'est qu'il y a un vieillissement important de la population. On dit que les proportion des gens qui ont plus que 65 ans va augmenter, va aller jusqu'à 30 et plus là, en 2050. Puis ce qui est encore plus important, c'est que la proportion des gens qui ont plus que 80 ans va augmenter beaucoup aussi, puis va aller jusqu'à quelque chose comme 11 ou 12 en 2050. Donc, de plus en plus de gens qui vont avoir plus de problèmes peut-être à fonctionner dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime beaucoup ce graphique-là ici parce que c'est des statistiques québécoises. Ça nous montre en blanc les proportions de la population en 1996, puis en bleu ou turquoise, ce qu'on projette pour 2026. Donc, vous voyez qu'en 2026, là, les étages supérieurs, les 65, 65 ans et plus, vont être beaucoup plus importants. Puis moi, je l'aime, ce graphique-là, parce que je trouve que ça nous montre bien que pour que tout ça ne s'écroule pas, il faut vraiment s'assurer que les étages d'en haut soient solides. Il faut peut-être que ce qui le supporte soit solide aussi, mais il faut que ce qui est en haut soit solide parce que si ce n'est pas solide, ça va écraser tout ce qui est en dessous. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'occuper des gens de 60 ans et plus pour ne pas qu'ils s'écrasent sur les autres. Pourquoi on a de plus en plus de gens de plus que 65 ans? C'est parce que l'espérance de vie a augmenté beaucoup, on le sait aussi. C'est encore plus important. Donc, l'espérance de vie maintenant est autour de 83 ans pour les femmes, 78 ans pour les hommes. Encore plus important, c'est l'espérance de vie à 65 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui, si c'est une femme, elle a une espérance de vie, donc une durée moyenne de vie de 21 ans. Donc, quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui, en moyenne, va vivre jusqu'à 86 ans. Un homme qui a 65 ans aujourd'hui, en moyenne, c'est sûr que c'est des moyennes, mais va vivre jusqu'à 65 plus 18. Donc, jusqu'à 83 ans. Donc, évidemment, plus on vit vieux, plus on a de chances de vivre vieux parce que tous ceux qui sont décédés plus jeunes ne sont plus comptés là-dedans. Malheureusement, l'espérance de vie a augmenté, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle n'a pas augmenté tant que ça. Parce que le problème, c'est qu'en médecine, on était très bon dans les 40, 50 dernières années, même encore plus dans les 10, 20 dernières années, pour traiter les maladies cardiaques. Les gens meurent beaucoup moins ou ont beaucoup moins de problèmes de cœur qu'avant. On est très bon pour traiter les maladies cérébrovasculaires, donc on fait moins d'ACV qu'avant. On est meilleur pour traiter le cancer, mais pour les maladies chroniques, il n'y a rien qui a changé. Pour l'arthrose, on n'est pas meilleur qu'avant pour prévenir l'arthrose. Donc, comme les gens vivent plus vieux, ils ont plus de problèmes chroniques. C'est pour ça que l'espérance de vie en bonne santé ou l'espérance de vie sans incapacité, elle ne s'est pas améliorée tant que ça. Donc, on dit qu'en moyenne, les gens vont vivre entre 5 et 8 ans avec une incapacité assez importante. Ce qui est important de comprendre quand on parle de vieillissement, puis après ça, on va vraiment parler de la douleur de façon plus spécifique, mais je trouve que c'est important de parler du vieillissement pendant quelques minutes, c'est qu'il n'y a pas 2 personnes qui vieillissent de la même façon. Chacun vieillit différemment. Puis quand on est jeune, on ne peut pas savoir comment on va vieillir. On ne peut pas savoir quelle sorte de vieillissement on va avoir. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de vieillissement différents. Je ne sais pas si vous savez qui c'est cette personne-là ici. Jeanne Calment, oui, c'est ça, qui a vécu jusqu'à 121 ans, je crois. C'est l'être humain qui a vécu le plus longtemps, elle a vécu jusqu'à 121 ans. Elle est décédée il y a quelques années. Donc ça, c'est un exemple d'une très, très, très longue vie.
Elle était très bien jusqu'à, on dit, quelques années avant sa mort, mais à la fin, elle était alitée, presque sourde et aveugle. Peut-être qu'elle a vécu quelques années de trop, mais elle a vécu seule et elle a continué à faire du vélo, on dit, jusqu'à 103 ans. Puis elle a arrêté de fumer, je pense, à 116 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un exemple de vieillissement prolongé, de très longue vie. Celle-là, vous ne la connaissez pas, ou probablement pas. Ça, c'est une dame qui s'appelle Louise Paquot. C'est une bénévole à l'Hôpital général de Montréal, où je travaille aussi. Puis Mme Paquot, elle a été bénévole à promener ce qu'on appelait le loup mobile, c'est-à-dire un petit chariot à se promener sur les étages pour vendre des chocolats, des journaux et des choses comme ça aux personnes hospitalisées. Elle a fait ça pendant 15-20 ans, puis elle l'a arrêté il y a environ 2 ans quand elle avait 103 ans. Puis elle le faisait 2 fois par semaine sans arrêt. Il y a quelques semaines où elle ne l'a pas fait quand il y a eu une grève du transport en commun. Elle habitait au coin de Guy et René Lévesque, puis elle ne pouvait pas monter la côte à pied, c'était l'hiver. Puis l'autobus ne fonctionnait pas, donc c'est les seules semaines qu'elle a manquées, jusqu'à sa retraite là, à 103 ans. Celle-là, vous ne la connaissez peut-être pas non plus, probablement pas. Je l'ai découverte il y a quelques années. C'est quelqu'un qu'on surnomme la Aaron Nun. Pourquoi la Aaron Nun? C'est une religieuse. C'est une religieuse qui fait ce qu'on appelle des Ironman, c'est-à-dire un triathlon. Elle a fait des triathlons un Ironman, c'est un marathon, donc 42 km de jogging. C'est 3 km, je pense, de natation et 180 km de vélo. Elle a commencé à faire ça dans la cinquantaine, elle en a fait plus que 30, puis elle a 85 ans maintenant. Puis elle en fait encore plusieurs par année. Puis ils disent qu'à chaque fois, il faut qu'ils changent les catégories parce qu'elle gagne toujours dans sa catégorie d'âge. Ils ont été obligés de faire le 80 ans et plus pour elle. Puis ils ont été obligés de faire le 85 ans et plus pour elle quand elle vieillit et créer des nouvelles catégories. Donc ça, c'est des exemples de vieillissement. Certains diraient vieillissement réussi, on peut dire probablement super vieillissement. Là, c'est des exceptions qui vont être aussi en forme. Alors que les autres, la plupart des gens vont avoir plus de maladies puis pas être aussi exceptionnels, si on veut, en termes de vieillissement. Il y a des gens qui vont avoir un vieillissement avec une incapacité physique. Ça, c'est le pape Jean-Paul II, maladie de Parkinson dans la soixantaine, qui est décédé dans ses 80 ans, assez handicapé physiquement. Puis s'il n'avait pas été le pape, il aurait été en CHSLD, sûrement pendant au moins une bonne dizaine d'années, parce qu'il y avait des incapacités physiques importantes, mais il y avait des bons soins à domicile, parce qu'il était au Vatican, mais sinon, il aurait été probablement CHSLD. On dit qu'il était cognitivement très bien jusqu'à la toute fin, donc pas de problème de démence ou de problème de mémoire, donc c'était vraiment un handicap physique. Et Ronald Reagan, qui a eu la maladie d'Alzheimer, assez jeune aussi, dans les 70 ans environ, puis qui est décédé dans les 90 ans, mais avec beaucoup de problèmes cognitifs. Donc ça, c'est différents exemples de vieillissement pour dire qu'il n'y a pas 2 personnes qui vieillissent de la même façon. La douleur maintenant, qu'est-ce que c'est la douleur? Ça, c'est la définition officielle de la douleur, qui nous dit que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée à une atteinte tissulaire démontrée ou potentielle ou décrite comme telle. C'est un peu compliqué, sauf que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la douleur, c'est oui une expérience sensorielle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on sent, mais c'est aussi une expérience émotionnelle. Donc, c'est sûr qu'il y a des émotions qui sont associées à la douleur. Il y a des gens chez qui on peut montrer qu'il y a un problème. Donc, on fait une radiographie, un scan, une résonance magnétique, puis on voit qu'il y a un problème, il y a de l'arthrose, il y a quelque chose comme ça. Alors que d'autres, on ne peut rien trouver. On pourrait faire des tests de tout ce qu'on veut, on ne trouverait rien, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal, parce que la douleur, c'est vraiment quelque chose. Des fois, ils disent, il y en a qui pensent que la douleur est dans ma tête, puis on dit oui, c'est dans votre tête, c'est sûr, parce que c'est dans le cerveau. C'est le cerveau qui analyse la douleur. Donc oui, la douleur, c'est dans la tête, pas parce que c'est psychologique, mais parce que c'est le cerveau qui analyse ça. C'est pour ça que la douleur, de plus en plus, on dit que c'est une maladie du cerveau, parce qu'il y a des gens qui ont les mêmes problèmes, le même degré d'arthrose ou d'arthrite, il y en a un qui a pas mal du tout, puis l'autre qui a très mal, qui ne peut pas bouger, puis on ne sait pas exactement pourquoi. Il y en a qui sont plus sensibles à la douleur que d'autres. La douleur aiguë, ce n'est pas comme la douleur chronique. La douleur aiguë, c'est quelque chose qui est important parce que c'est une protection. On dit que c'est un symptôme. Souvent, ça résulte d'une blessure ou d'un stimulus. C'est important, la douleur aiguë.
Parce que si j'ai une douleur dans la poitrine, peut-être que je suis en train de faire un infarctus, puis il faut que je le sache, puis que j'aille consulter. Si j'ai mal au ventre, j'ai peut-être un problème aussi qui fait qu'il faut que j'aille consulter. D'ailleurs, il y a une maladie qui s'appelle anesthésia dolorosa. C'est des gens qui naissent puis qui ne ressentent pas la douleur, puis ces gens-là ne vivent pas vieux. Ils ne se rendent pas jusqu'à 20 ans habituellement parce qu'ils ne ressentent pas la douleur, donc ils se blessent, ils se font des fractures, puis ça diminue beaucoup leur espérance de vie. Donc, la douleur aiguë, c'est important, c'est un rôle de protection. La douleur chronique, ça n'a aucun rôle, ça n'a aucune mission, ça n'a aucun effet bénéfique. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie. Qu'est-ce que c'est la fréquence de la douleur chez les aînés? Ça dépend beaucoup des études qu'on regarde. En général, on dit que ça varie entre 30 et 75 des personnes de plus que 65 ans qui vivent à la maison qui ont une douleur chronique, c'est-à-dire qui ont mal presque chaque jour. Aux États-Unis, ils ont fait une étude où ils ont regardé, ils ont demandé à des gens qui ont pris par hasard dans le bottin téléphonique, ils lui ont demandé quelle douleur, quel problème avez-vous eu hier. La douleur, c'était le plus fréquent, donc 73 ont dit qu'ils avaient eu mal la veille. Donc, la différence entre une personne de 65 ans et plus puis une personne de 30 ans ou de 40 ans, c'est que si on a 30-40 ans puis qu'on a de la douleur, habituellement, on a une raison d'avoir de la douleur, soit un accident, un accident d'auto, de sport, de travail, une maladie. Quand on a 65 ans et plus, on a souvent 3, 4, 5, 6 raisons d'avoir mal. Donc, évidemment, c'est plus difficile à traiter. Ça a plus d'effets néfastes ou négatifs sur notre fonctionnement parce qu'on a plus de douleurs différentes. Si on regarde en soins de longue durée, des gens qui sont en CHSLD, c'est très difficile d'évaluer la douleur chez ces personnes-là parce que souvent, ils ont des problèmes de mémoire puis ils ne peuvent pas bien s'exprimer, ils ne peuvent pas exprimer la douleur. Mais si on regarde ceux qui ont des raisons d'avoir mal, on va jusqu'à 80 de ceux qui sont en CHSLD qui auraient des raisons d'avoir mal et qui ont probablement de la douleur, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer. Le problème qu'on rencontre, c'est que la douleur, c'est souvent sous-traité chez les aînés. Ça veut dire qu'on ne le traite pas assez bien. Puis plus on est vieux, plus on est dément, donc plus on a de problèmes de mémoire, plus le risque que la douleur ne soit pas bien traitée est grand. Ça a été montré dans plusieurs études, dans tous les milieux de soins qu'on peut imaginer, en bureau de médecine familiale, à l'urgence, après une chirurgie de hanche, une chirurgie dans le ventre, une chirurgie cardiaque, partout, les gens de 65 ans et plus sont moins traités pour la douleur. Pas juste qu'ils reçoivent des plus petites doses de médicaments, ça c'est normal, on va en reparler, mais ils reçoivent moins pour plusieurs raisons dont on va reparler tantôt aussi. On va sauter. Ça nous montre un petit peu aussi la fréquence de la douleur selon l'âge. Ça nous montre que la fréquence de la douleur augmente en vieillissant. Tous les types de douleurs, sauf un. Il y a un seul type de douleur qui diminue autour de 50 ans, c'est le mal de tête. Surtout chez les femmes, parce qu'après la ménopause, il y a moins de migraines, mais chez les hommes aussi. Toutes les autres sortes de douleurs, ça augmente de plus en plus quand on vieillit. Ici, on dirait qu'il y a peut-être une petite diminution là, chez les hommes à 65 ans et plus. On ne comprend pas trop pourquoi, mais ce n'est pas quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qui se passe pour la douleur? Avant, les gens pensaient que la douleur, c'était très simple, comment on ressentait la douleur. Ça, c'est Descartes en 1664 qui a fait ce petit bonhomme-là. Donc, c'est assez simple selon lui. On se brûle le pied dans le feu, puis la douleur monte là, au niveau du système nerveux jusqu'au cerveau. Maintenant, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut quand même le comprendre de façon assez simple. Donc, quand j'ai mal, la douleur monte dans le système nerveux, s'en va jusqu'au cerveau. Ça active au niveau du cerveau toutes sortes de systèmes, toutes sortes de mécanismes qui vont faire que ça va diminuer la douleur. C'est ce qu'on appelle l'inhibition descendante, donc ça descend jusqu'où était la douleur, puis ça va diminuer la douleur. Ça, c'est important parce que sinon, on aurait mal partout et tout le temps. C'est pour ça qu'on a pas mal tout le temps. Puis dans notre vie, on a plusieurs exemples de ça. Par exemple, si vous avez une douleur chronique, là, mal dans le dos, mal dans les genoux, puis que tout d'un coup, vous avez un gros mal de dents, on n'a plus mal dans le dos dans ce temps-là. On n'a plus mal aux genoux parce que le mal de dents est plus fort que les autres, puis il va endormir les autres. Quelqu'un qui a une douleur dans le dos, puis qui se fait opérer, après l'opération, il n'a jamais mal dans le dos parce que la douleur de l'opération est plus forte que les autres. Donc, c'est pour ça, des fois, moi, je dis aux gens, c'est facile de traiter la douleur dans le dos. On a juste à se donner des coups de marteau sur la tête. On n'aura plus mal dans le dos, on va avoir mal à la tête. Donc, ça change le mal de place. Puis, mais ça, c'est important parce que quand on veut traiter la douleur, les gens qui font des recherches sur les médicaments pour traiter la douleur, c'est beaucoup là-dessus qu'ils travaillent.
Vous avez peut-être entendu parler de la fibromyalgie, qui est une maladie qu'on voit beaucoup, qu'on voit surtout chez les femmes, surtout chez les femmes 30, 40, 50 ans. La fibromyalgie, on pense beaucoup que le problème dans la fibromyalgie, c'est justement que ces systèmes-là qui diminuent la douleur ne fonctionnent pas bien. Donc, c'est pour ça que ces gens-là ont plus mal que les autres. La douleur, ça a plusieurs dimensions. Je sais que la douleur, c'est quelque chose qu'on ressent, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. On dit qu'il y a des facteurs physiques pour la douleur, donc où est-ce que ça fait mal, comment ça fait mal, est-ce que ça fait mal tout le temps. Des émotions. Quelles émotions je ressens quand j'ai mal? Est-ce que j'ai peur parce que je me dis peut-être que c'est un cancer puis je vais mourir? Je suis en colère parce que ça ne devrait pas m'arriver à moi. Je suis anxieux. Est-ce que ça va s'empirer? Est-ce que je suis courageux? Donc, ça me stimule à combattre la douleur, désespoir, acceptation, donc plusieurs émotions. Et l'évaluation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi faire. Donc, la douleur, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on ressent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Qu'est-ce qui se passe avec la douleur en vieillissant? Je vais y aller juste rapidement. Des fois, il y a des gens, là, il y a 40-50 ans, on pensait qu'en vieillissant, on ne ressentait pas la douleur. Donc, on se dit, parce qu'en vieillissant, on entend moins bien, on voit moins bien, on sent moins bien un petit peu en dessous des pieds. Donc, on dit, on ressent moins la douleur aussi. Donc, les gens ont fait des études. Dans ces études-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une personne normale, ils ont pris des jeunes, des plus âgés, et on met la main sur une plaque chauffante, puis on augmente la température de la plaque. Puis, on va regarder 3 choses différentes. La première chose qu'on regarde, c'est quand ça commence à être chaud. Après ça, c'est quand ça commence à faire mal. Donc, ça, c'est qu'on appelle la détection de la douleur. Puis après ça, c'est quand ça fait tellement mal que je ne peux pas le supporter, puis j'enlève ma main. Ça, c'est la tolérance. Je ne suis plus capable de le supporter. Donc, dans ces études-là, ils ont vu que la différence entre les jeunes et les plus âgés, il n'y avait presque pas de différence. Donc, on ressent la douleur aussi bien quand on est plus âgé que quand on est jeune. Maintenant, le plus âgé, c'est difficile. Dans des études comme ça, souvent, les plus âgés, ils ont 50, 60, 65. C'est rare qu'on va le faire chez les 80, 85, 90. C'est ça qui serait plus intéressant. Malheureusement, c'est les plus jeunes. J'ai vu dans un congrès international une fois une étude, il avait dit ça, il disait qu'il comparait quelque chose comme ça chez les jeunes et les âgés. Puis les âgés, c'est les 30 ans et plus. Donc, c'est très... Il faut toujours regarder qu'est-ce que c'est l'âge des âgés dans ces études-là. On dit toujours, souvent, les gens disent, c'est quoi être vieux, là, à quel âge on est vieux? C'est sûr qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais ce qu'on entend souvent, puis ça a été confirmé dans une étude qui a été faite dernièrement, on dit qu'on est vieux à 20 ans de plus que notre âge. Ça veut dire qu'à 30 ans, à 20 ans, on dit que 40 ans, c'est vieux. À 30 ans, on dit que 50 ans, c'est vieux. À 60 ans, on dit que 80 ans, c'est vieux. À 80, on dit que 100 ans, c'est vieux. Donc, c'est toujours 20 ans. J'avais un patient de 97 ans. Je fais des anecdotes, là, mais j'avais un patient de 97 ans. Une fois, il a dit « je pense que je commence à m'en venir vieux. » Puis il avait 97 ans, donc tout est relatif. Donc, qu'est-ce qui fait mal? Pourquoi on a mal? Ce qu'on voit le plus, c'est vraiment les muscles, puis les os qui font mal. Donc, le mal de dos, c'est vraiment ce qu'on voit le plus. La sténose spinale, vous avez probablement déjà entendu parler de ce mot-là. C'est ce qu'on voit vraiment le plus souvent en vieillissant, parce qu'il y a de l'arthrose, il y a plusieurs choses qui font qu'on va avoir mal. Je ne sais pas si j'ai est-ce qu'on voit ma petite... Oui. Donc, la sténose spinale, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai le canal ici où passe la moelle épinière. Ça, c'est le normal ici. Quand j'ai une sténose spinale, ça veut dire qu'il y a de l'arthrose, il y a des ligaments qui sont plus gros qu'ils devraient. Mon canal diminue, puis ça va comprimer ma moelle épinière qui descend. Donc, c'est pour ça que ça fait mal. Des fois, on a mal dans les jambes, puis on se dit « Pourquoi j'ai mal dans les jambes? » Puis vous dites que ça vient de mon dos. Parce que le canal est rétréci, ça comprime la moelle, puis ça me donne mal dans le dos. On le voit ici sur une résonance magnétique, là, que la moelle épinière ici est comprimée. Donc, ça, c'est la sténose spinale. La sténose spinale, donc, peut être dans le milieu de la colonne ou elle peut être sur le côté. Sur le côté, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est la même chose. On voit ici que le nerf qui sort de la colonne vertébrale est comprimé, squeezé, comme on dit, en bon français. Puis ça va me donner mal. Ces nerfs-là descendent dans les jambes, donc c'est pour ça que j'ai mal dans les jambes. Ça va être important quand on va parler de traitement tantôt parce qu'on peut agir là-dessus des fois. L'arthrose. Quand j'ai de l'arthrose, encore là, c'est que mes os augmentent, j'ai plus d'os ici. Donc, parce que j'ai de l'arthrose, ça peut me faire mal, ça peut comprimer les nerfs.
Les disques, il y a des disques qui sont comme des suspensions entre les vertèbres dans le dos. Puis en vieillissant, ces disques-là, parce que ça fait 80, 85, 90 ans qu'il y a des chocs qui absorbent les chocs, c'est comme une auto, là, la suspension diminue en vieillissant, mais c'est la même chose pour la colonne. Si on fait du parachute, encore plus de risques que d'avoir des problèmes comme ça. Des fractures, si j'ai une fracture ici, ça peut faire mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fracture, ça va faire mal quand j'ai la fracture. Mais ça ne devrait pas faire mal pendant des années après. Ça dure 3 mois, 4 mois, mais ça devrait s'en aller. L'ostéoporose, des fois, les gens disent « j'ai de l'ostéoporose, c'est pour ça que j'ai mal ». L'ostéoporose, ça ne fait pas mal. C'est l'os qui est fragile. Ça peut faire mal parce que si j'ai de l'ostéoporose, j'ai plus de risque de me casser une hanche, un bras, une vertèbre. Mais si je n'ai pas de fracture, ça fait pas mal l'ostéoporose. Il faut trouver d'autres raisons. L'arthrite ou l'arthrose, où on va avoir un problème au niveau des articulations. Ça aussi, on voit ça très, très, très souvent, tellement que ça fait presque partie du vieillissement normal. Ce qu'on appelle une radiculopathie, c'est-à-dire une irritation d'un nerf au niveau de la colonne. C'est un peu ce que je disais tantôt, le nerf est coincé au niveau de la colonne. Ce nerf-là s'en va dans les jambes, donc c'est pour ça que je vais avoir mal dans les jambes. La douleur post-zona. Le zona, on a probablement déjà entendu parler du zona. C'est un problème de virus qui se réactive. On a un virus quand on est jeune. Le virus de la varicelle qui reste dormant dans nos nerfs pendant toute la vie. À un moment donné, il se réactive, ça donne un zona, une maladie qui peut faire très mal pendant qu'on a la maladie. Puis malheureusement, plus on est vieux, plus le risque d'avoir une douleur après ça est grand. Donc c'est pour ça qu'il y a un vaccin contre le zona qui existe. C'est tout un autre domaine. Là, on pourra en parler pendant 1 heure juste de ça, mais ça peut valoir la peine de se faire vacciner là, contre le zona. Beaucoup de problèmes des nerfs qui peuvent faire mal. Diabète, alcool. Si on a un ACV, on peut avoir mal, puis toutes les douleurs reliées au cancer, évidemment. Donc ça, c'est les raisons qu'on voit le plus souvent pour la douleur. Qu'est-ce que c'est les conséquences de la douleur chronique? Évidemment, il y a plusieurs conséquences. Donc, difficulté à marcher, perte d'appétit, perte de poids, manque d'énergie, troubles de sommeil, diminution de la capacité à faire ses activités, diminution de la mémoire. Ça, des fois, on pense que c'est les médicaments contre la douleur qui diminuent la mémoire. Sauf que de plus en plus, on a des études qui montrent, puis je l'ai vu souvent aussi là, dans ma clinique, que la douleur peut diminuer la mémoire. Comment? Parce que c'est sûr que si j'ai mal, j'ai de la difficulté à me concentrer. Donc, si j'ai de la difficulté à me concentrer, j'ai de la difficulté à apprendre des informations. Donc, à cause de ça, les gens vont penser que j'ai des problèmes de mémoire ou que j'ai l'Alzheimer, mais c'est peut-être seulement parce que je ne suis pas capable de me concentrer pour apprendre les informations, ou quelqu'un me dit quelque chose, puis je suis trop dérangé par ma douleur, donc je ne l'entends pas bien et je l'oublie. Beaucoup de conséquences psychologiques, on va en reparler, anxiété, colère, peur, dépression, même idées suicidaires. Difficulté familiale, difficulté à assumer son rôle de parent ou de conjoint si on a trop mal. Diminution de la vie sexuelle si ça fait trop mal. Incompréhension des proches. Souvent, la famille ne comprend pas. Souvent, la famille devient frustrée quand on a mal parce qu'ils pensent qu'on a juste à se donner un coup de pied puis qu'on va pouvoir passer par-dessus puis continuer la vie. Social, donc moins productif, problème à l'emploi, difficulté à faire des loisirs, puis isolement social. Souvent, les gens, ils ont mal, difficulté à marcher, ne sortent pas de chez eux. Les gens, tu sais, si quelqu'un qui a mal tout le temps puis qui se plaint, même s'il ne se plaint pas tout le temps, les gens vont avoir tendance à arrêter d'aller le visiter parce qu'il se plaint tout le temps. Donc, souvent, il y a beaucoup d'isolement chez ces gens-là. Je pense que je vous ai convaincu qu'il y a beaucoup de conséquences négatives à la douleur. On va voir maintenant un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ça. Donc, si on regarde la douleur, il y a plusieurs autres choses qui vont modifier l'impact de la douleur dans notre vie. Les autres maladies, si j'ai de la douleur, c'est pas si pire, mais si j'ai de la douleur, puis en plus, j'ai du diabète ou en plus, j'ai une autre maladie, c'est sûr que j'ai encore plus de conséquences. La mémoire, on en a parlé tantôt, la douleur peut diminuer la mémoire. Les gens qui ont des problèmes de mémoire, de démence comme de l'Alzheimer, ça peut aussi affecter la façon dont ils ressentent la mémoire. Des fois, on se demande, est-ce que les personnes qui ont des problèmes de démence, est-ce qu'ils ressentent la douleur ou pas? Donc, on a fait les mêmes études. Une personne avec l'Alzheimer, une personne pas d'Alzheimer, on met la main sur la plaque chauffante, on augmente la température de la plaque, puis il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, la personne qui a un Alzheimer ressent la douleur aussi bien que la personne qui n'a pas d'Alzheimer. Évidemment, c'est difficile d'évaluer la douleur chez ces personnes-là parce que souvent, ils ne peuvent pas le dire qu'ils ont mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des comportements qui peuvent signifier de la douleur. Donc, les expressions du visage.
quelqu'un qui fait des grimaces, qui fronce les sourcils, quelqu'un qui crie tout le temps, qui bouge tout le temps, ou tout changement dans les activités ou dans les routines. Si quelqu'un est souvent agité, tu sais, on a une personne qui a un Alzheimer puis qui est souvent agité, qui bouge beaucoup, puis tout d'un coup, il arrête de bouger, c'est peut-être parce qu'il a trop mal quand il bouge. Donc, c'est pour ça qu'il arrête de bouger. Donc, c'est tous des signes qui peuvent montrer que la personne a mal. Dans les autres choses, le sommeil, c'est très important. Si on a mal dormi, ça, même les gens qui n'ont pas de douleur chronique, on a la même chose. Si on dort mal, on a plus mal le lendemain. On parlait de fibromyalgie tantôt, ça aussi, c'est une hypothèse de fibromyalgie, que si on dort mal et on n'a pas un sommeil réparateur, on a plus mal le lendemain. Donc, c'est très important de bien dormir. Évidemment, la douleur empêche de dormir, mais un mauvais sommeil va aussi augmenter la douleur. Donc, les gens qui ont de la douleur, ils ont souvent des problèmes de sommeil, difficulté à s'endormir, on se réveille souvent, on se réveille plus tôt, on a l'impression d'avoir mal dormi, puis c'est un cercle vicieux. Je dors mal, j'ai plus mal, j'ai plus mal, je dors mal, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, quoi faire pour améliorer le sommeil? Avoir un cycle sommeil régulier, un cycle veille-sommeil régulier, donc toujours se lever à la même heure. Souvent, les gens qui travaillent ont ce qu'on appelle l'insomnie du dimanche soir. Il y a peut-être un peu d'anxiété parce qu'on retourne travailler le lendemain, là, mais où ça ne nous tente pas d'aller travailler le lendemain. Mais il y a aussi le fait qu'on se lève plus tard le samedi matin. On se couche plus tard le samedi soir, donc on se lève plus tard le dimanche matin. Donc le dimanche soir, on ne s'endort pas parce qu'on s'est levé plus tard. Donc si on a un cycle régulier, c'est sûr qu'on va avoir moins de difficultés à dormir. L'autre chose, la chose la plus importante, c'est que le lit devrait être réservé au sommeil. Donc pas lire ou regarder la télévision au lit. Parce que si je lis ou que je regarde la télévision au lit, mon esprit va associer le lit avec d'autres choses que dormir. Donc, pas attendre d'avoir vraiment sommeil, pas attendre d'avoir sommeil avant d'aller au lit, pas rester au lit si on ne s'endort pas. Ce qui arrive si on ne s'endort pas le soir, là, ça arrive à tout le monde, c'est qu'on est couché, puis là, on se dit « je dors pas ». On se dit « je dors pas, je dors pas, je dors pas, je dors toujours pas ». Là, on regarde, là, ça fait 15 minutes, puis je dors pas. Ça fait 1 heure, puis je dors pas. Donc, c'est sûr que plus on le dit, moins on va dormir. Donc, si après 15 minutes, on ne dort pas, on est mieux de se lever, puis d'aller faire d'autres choses, de tranquille. On ne va pas aller faire le grand ménage, mais on va aller faire une activité tranquille et ennuyante pour pouvoir aller s'endormir après. Si on veut faire une sieste, c'est correct de faire une sieste. Une petite parenthèse sur le sommeil en vieillissant, là, on dit qu'on a besoin d'autant d'heures de sommeil, mais que les heures sont séparées dans la journée. Quand on travaille, on ne peut pas faire de sieste l'après-midi. Quand on ne travaille pas, on a ce bonheur-là de pouvoir faire une sieste l'après-midi et c'est bénéfique de faire une sieste l'après-midi. Donc, on sépare le sommeil en plusieurs plutôt qu'un grand sommeil la nuit. Sauf que si on fait une sieste l'après-midi et qu'on a de la difficulté à dormir le soir, on serait mieux de faire la sieste ailleurs que dans le lit, dans un fauteuil ou quelque chose comme ça, si on est confortable pour éviter d'avoir des problèmes le soir. Et l'autre chose, c'est si on a mal dans le jour, on ne devrait pas aller se coucher. Parce que si on passe toute la journée couchée, on ne s'endormira pas le soir. J'en ai vu une patiente cette semaine, ça fait 3 ans qu'elle est couchée parce qu'elle a trop mal. Ça fait 3 ans qu'elle est dans le lit, puis que des fois, elle ne se lève pas du tout. Il lui apporte ses repas au lit. Donc, c'est sûr qu'elle ne dort pas bien la nuit. Elle a complètement perdu tout le repère de savoir qu'est-ce qui est le jour et la nuit parce qu'elle est toujours couchée. Donc, pour améliorer le sommeil, on va faire l'exercice. Si on bouge, on va dormir plus le soir. Éviter de prendre du café, de fumer avant d'aller se coucher. Pas boire trop de liquide la nuit avant d'aller se coucher parce qu'on va se lever pour uriner, ça va nous réveiller. Pas trop boire d'alcool non plus le soir. C'est vrai qu'on va dormir, mais ce n'est pas un bon sommeil. Puis surtout, faire attention aux somnifères puis à toutes les pilules pour dormir. C'est vrai que ça fait dormir, mais ce n'est pas un bon sommeil. Donc, si on regarde les autres choses maintenant, les croyances par rapport à la douleur, il y a plusieurs choses que les gens pensent par rapport à la douleur en vieillissant, puis on va essayer de les regarder une après l'autre pour voir qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, des fois, on dit que c'est normal d'avoir mal en vieillissant. C'est pas vrai, évidemment. C'est pas normal. C'est très fréquent, mais c'est pas normal. Donc, il faut essayer de diminuer la douleur. Les personnes âgées ressentent moins la douleur que les jeunes. On l'a dit tantôt, c'est pas vrai non plus. Si je me plains de douleur, ça va énerver mon médecin. C'est peut-être vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se plaindre. Puis il va penser que je suis un patient difficile. Peut-être qu'il va penser ça, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Si je me plains de douleur, mon médecin ne s'occupera pas de mes problèmes plus importants. T'sais, si je fais de l'angine, puis j'ai du diabète, puis j'ai mal, puis que je peux juste être 10-15 minutes avec le médecin, je vais laisser faire la douleur. Je vais parler des problèmes de cœur puis de diabète. Donc, il faut prendre le temps de pouvoir en parler.
Il n'y a rien à faire contre la douleur quand on est vieux. C'est pas vrai, on va le voir tantôt. Puis il faut souffrir avant de mourir pour aller au ciel. Il y a des gens qui croient ça, hein? Ça, c'est difficile parce qu'on n'a pas de preuve que c'est vrai. On n'a pas de preuve que c'est vrai ou faux. Hein? Est-ce qu'il faut souffrir pour mourir pour aller au ciel? Mais il n'y a pas de raison que ce soit vrai. Il n'y a personne qui est revenu pour nous dire « Ah, moi, j'ai souffert puis je ne suis pas allé au ciel. » Mais on n'a pas de raison de croire que c'est vrai. Donc, on n'a pas de raison de souffrir. Des croyances par rapport au traitement de la douleur. Tous les médicaments contre la douleur rendent somnolent et confus. On va en reparler tantôt, ce n'est pas vrai non plus. Les médicaments contre la douleur ne sont pas bons pour les personnes âgées. Encore là, c'est peut-être pas tout du blanc et noir, là, mais ce n'est pas vrai dans 100% des cas. Je ne veux pas devenir addict ou dépendant des médicaments contre la douleur. Ça, on va en reparler tantôt aussi. Puis la morphine et les médicaments comme la morphine devraient être gardés pour la fin de la vie. Ça non plus, ce n'est pas vrai. Donc tout ça, c'est des mythes un petit peu qu'on entretient par rapport à la douleur et qui ne sont pas vrais. Les stratégies de lutte contre la douleur, ça c'est quelque chose d'important, c'est comment je réagis quand j'ai mal et qu'est-ce que je vais faire pour combattre la douleur. Ce qui est bon quand on a de la douleur, c'est d'être actif, pas d'être actif physiquement, mais d'être actif pour traiter la douleur. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un contrôle actif, il y a des gens qui ont un contrôle passif. Le contrôle passif, c'est celui qui dit « traitez-moi » ou « enlevez-moi ma douleur ». Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça ne réussit pas d'habitude. Si on veut que ça fonctionne bien, il faut vraiment être actif puis engagé dans le traitement. Moi, les gens qui viennent ici puis qui ont une attitude comme ça, je leur dis les miracles, c'est de l'autre côté de la rue, là, à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est là qu'il y a des miracles. Ici, il n'y a pas de miracle, puis il faut vraiment être actif puis travailler pour pouvoir s'améliorer. Alors que quelqu'un qui est plus actif va faire de la relaxation. C'est pas actif, la relaxation, vous allez me dire, mais ça veut dire que je fais quelque chose pour m'aider. Donc, la relaxation, la distraction, penser à d'autres choses, aller prendre une marche, faire de l'exercice, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut encourager. Ça. Malheureusement, les aînés souvent sont plus susceptibles, ont plus tendance à être passifs. Mais il faut vraiment encourager les gens à être actifs dans le traitement de la douleur. Donc ça, c'est vraiment toutes les choses qui vont faire, qui vont influencer ma douleur, puis qui vont influencer l'impact de la douleur dans ma vie, autant sur mon côté physique que mon côté psychologique. On sait que les gens qui ont de la douleur sont plus de risque d'être déprimés, puis on sait que les gens qui sont déprimés, ils ont plus de risque d'avoir mal. Puis il y a eu beaucoup d'études qui ont regardé qu'est-ce que c'est quoi l'œuf et la poule, là? Est-ce que j'ai mal, est-ce que je suis déprimé parce que j'ai mal, ou je suis déprimé, mon moral est moins bon, donc j'ai plus mal. Puis dans les études, ça va dans les deux sens un petit peu. Il y en a qui disent que quand je suis déprimé, j'ai plus mal, d'autres qui disent que j'ai mal, donc je suis plus déprimé. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit quelque chose que je trouvais intelligent, là. Il a dit « arrêtez de l'étudier puis traitez-le ». Ça veut dire on s'en fout un peu, dans le fond, de qu'est-ce qui cause quoi. Mais on sait que si j'ai quelqu'un qui a mal puis qui est déprimé, bien, il faut traiter la douleur puis il faut traiter la dépression parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, on disait que c'est ça qui va influencer la douleur, puis on peut faire des choses à chacun de ces niveaux-là pour diminuer la douleur. Donc, je peux diminuer la douleur avec des médicaments, donc des analgésiques. Je peux traiter mes autres maladies pour diminuer l'impact sur ma vie. Tous les problèmes de mémoire, si je diminue les médicaments, je vais avoir moins de risque d'avoir de la douleur, d'avoir des problèmes de mémoire si je prends moins de médicaments qui peuvent affecter ma mémoire. Avoir un meilleur sommeil, avoir, avec toutes sortes d'approches dont on va reparler, changer mes croyances ou mes attitudes par rapport à la douleur, traiter la dépression s'il y en a une avec des médicaments ou des non-médicaments, physiothérapie, réadaptation pour pouvoir être plus autonome. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à chacun de ces niveaux-là, puis on va essayer de regarder ça. Donc, qu'est-ce que c'est les buts de traiter la douleur? C'est de diminuer la douleur, mais pas seulement ça, c'est d'améliorer le fonctionnement, améliorer l'humeur, améliorer le sommeil, puis améliorer la qualité de vie. Des fois, il y a des gens, ils viennent une première fois, ils ont très mal, ils reviennent un mois plus tard, puis ils disent « j'ai encore mal ». Sauf qu'avant ça, ils étaient assis toute la journée à regarder la télévision, puis là, ils sont partis, ils sont sortis, puis ils font plein d'activités toute la journée. Ils ont autant mal, mais ils sont beaucoup plus actifs, donc la qualité de vie est beaucoup mieux. Donc, il ne faut pas regarder seulement la douleur, mais aussi le fonctionnement. Pour traiter la douleur, on va faire plusieurs sortes d'interventions différentes. Donc, des choses qui ne sont pas des médicaments, on va en reparler, des médicaments, des interventions, c'est-à-dire des injections, des choses comme ça, puis d'autres traitements qui vont aller vraiment traiter la cause de la douleur. Si j'ai un cancer qui me fait mal, bien, j'enlève le cancer puis je vais avoir moins mal.
C'est un casse-tête, c'est pas pour rien, c'est parce que pour que mon traitement de la douleur fonctionne bien, il faut vraiment avoir tous ces morceaux-là pour que ça fonctionne bien. Puis c'est un casse-tête auquel il manque des morceaux, c'est pas pour rien, c'est parce que j'en ai pas trouvé ou il manquait pas de morceaux. Donc, on pourrait avoir un casse-tête complet, puis ça serait encore mieux. Donc, qu'est-ce que c'est les approches physiques? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, entre autres en physiothérapie. Le froid, la chaleur. Des fois, les gens disent, est-ce qu'on devrait mettre du froid ou de la chaleur? La réponse est toujours la même, elle est simple, c'est ce qui aide le plus. Si c'est le froid qui aide, on met du froid. Si c'est le chaud, on met du chaud. Il n'y a pas de bonne réponse mieux que ça. Physiothérapie, donc les étirements, marcher, des massages, l'entraînement, toutes sortes de choses qui peuvent aider. Encore là, c'est ce qu'il faut surtout privilégier, c'est d'être actif. Malheureusement, quand quelqu'un va faire de la physiothérapie, si on va dans une clinique, là, les gens vont en clinique de physiothérapie, si vous êtes déjà allé, sûrement que vous avez vécu ça un petit peu. Là. Il y en a en ligne 3-4, puis ils font un TENS sur un, ils font des ultrasons sur l'autre, de la glace sur le troisième, puis ils se promènent d'un à l'autre. Puis ça aide d'habitude pendant que c'est là, mais là, on s'en va chez nous, puis juste le fait d'être dans l'auto, dans l'autobus, puis des bosses, mais le bienfait, il est parti quand on arrive chez nous. Donc, c'est pas ça qui va aider le plus. Ce qui va aider, parce que ça reste passif. Je vais m'asseoir à quelque part, puis quelqu'un me fait quelque chose. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de faire des exercices pour étirer les muscles, pour ne pas avoir de spasmes, pas avoir de crampes, puis pour que les articulations bougent. C'est vraiment ça qui va aider plus. C'est ça. Si on parle des approches psychologiques, tous ceux qui ont de la douleur chronique peuvent bénéficier des approches psychologiques, même si on n'est pas déprimé, même si on n'a pas de problème psychologique, puis même si la douleur est réelle et physique. La douleur psychologique, ça n'existe pas vraiment. C'est sûr, comme je disais tantôt, que quand on est déprimé, la douleur prend plus de place dans notre vie. On est peut-être moins équipé ou moins fort pour lutter contre la douleur, sauf que la douleur qui est juste psychologique, ça n'existe pas. Donc, tout le monde peut bénéficier des approches psychologiques, même si on n'est pas déprimé. Donc, ce qu'on va faire, c'est un grand mot qui s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Ce que ça veut dire, c'est que je vais changer la façon dont je pense, puis on va avoir beaucoup d'exemples pour améliorer mes comportements, puis améliorer la façon dont je fonctionne, puis diminuer ma douleur. La relaxation, donc c'est sûr que si je suis plus relaxé, ça va m'aider. Entre autres, si je suis plus relaxé, je vais avoir moins de spasmes musculaires, je vais être moins tendu, donc je vais avoir moins mal. La méditation, l'hypnose, c'est toutes des choses qui peuvent aider. Des fois, les gens disent « si je pense à d'autres choses, puis que ma douleur… » Des fois, c'est plus les autres qui le disent. Ils disent « elle se plaint tout le temps, mais si elle pense à d'autres choses, si sa famille est là, elle ne se plaint pas. » Ça veut dire que la douleur, c'est psychologique. Sauf que ça a été prouvé. On a regardé avec des études où on prend une personne, on la met dans ce qu'on appelle une résonance magnétique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on regarde l'activité dans son cerveau. Puis quand on pense à d'autres choses, l'activité dans les zones de douleur diminue. Donc, c'est vraiment que ça a un effet très, 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 très fort de se changer les idées puis de faire des activités agréables. Donc, toutes sortes de pensées dépressives. Ça, c'est tous des vrais exemples de patients que j'ai vus. Donc, l'isolement social, j'attends que ma fille revienne du travail, on parle un peu en mangeant puis on se couche. Donc, c'est vraiment isolé, ça. Donc, cette personne-là, on essaierait de lui donner des activités, de la faire sortir plus pour pouvoir briser son isolement. Des pensées culturelles, religieuses, je ne me suiciderai pas parce que c'est contre ma religion, mais je n'ai plus rien à faire ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour être puni comme ça? Ça, on voit ça souvent. Les gens disent ils ont l'impression qu'ils ont été punis par Dieu parce qu'ils ont si mal que ça. Ou l'inverse, c'est la volonté de Dieu, donc je vais l'endurer. Donc souvent, c'est des pensées avec lesquelles il faut travailler pour essayer de changer ça si on veut que la personne s'améliore. Des pensées anxieuses. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi pire, je souffre puis personne ne me croit. Ça, c'est ce qu'on appelle la catastrophisation. C'est-à-dire que ça devient une catastrophe. Il n'y a plus rien qui existe. Là, je suis la pire personne au monde, la personne la plus malheureuse au monde, puis il n'y a rien qui peut faire parce que la douleur m'est tombée dessus. Donc, ça aussi, il faut essayer de briser ça si on veut que ça s'améliore. Il dit « je ne peux rien faire, c'est horrible ». Donc, des pensées noires ou blancs. Donc, il y en a qui… Ça, c'est un monsieur que j'avais vu, un monsieur de 85 ans, qui disait lui, ce qu'il aimait le plus faire, c'est d'aller jouer au golf. Mais il ne pouvait plus marcher le terrain de golf, puis il était obligé de prendre la voiturette, puis pour lui, c'était impensable. Donc, il aimait mieux pas jouer que de faire la voiturette. Donc, il se privait de quelque chose qu'il aimait beaucoup. Donc, ça a été quelque chose aussi qu'on a réussi à travailler. J'en ai eu un autre aussi qui avait une fonction
une fonction officielle là, de représentation. Puis, il disait que, parce qu'une marchette, ça peut aider quand on a mal, on se penche, ça fait moins mal. Lui disait que c'était déshonorant d'être en marchette, mais que d'être en fauteuil roulant, c'était correct, c'était noble de se faire pousser en fauteuil roulant, mais alors que la marchette, ça ne l'était pas. Donc, c'est toutes des mauvaises pensées qu'il faut défaire des fois, parce que si on est en fauteuil roulant, bien, on va se déconditionner puis on va marcher de moins en moins. Donc, inutilité, baisse d'estime de soi, j'aimerais être bénévole avec des enfants, mais je ne peux pas, donc je suis inutile, je ne peux pas contribuer, je ne sers à rien. Donc, des fois, il faut vraiment essayer de changer ces idées-là. Si on parle des médicaments maintenant, quand on parle de médicaments, on va essayer d'avoir plusieurs sortes de médicaments. On va avoir des médicaments qu'on appelle des non-opioïdes, c'est-à-dire des non-narcotiques, comme du Tylenol, des anti-inflammatoires, on va en reparler. Les médicaments qu'on appelle les opioïdes ou les narcotiques, puis toutes autres sortes de médicaments qui vont nous aider à diminuer la douleur. Le but, quand on veut avoir un bon contrôle de la douleur ou quand on donne des médicaments, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre la diminution de la douleur puis les effets secondaires. Moi, je dis toujours, c'est facile de traiter la douleur de quelqu'un parce que si on donne une grosse dose de médicaments, il va être dans le coma puis il aura pas mal. Sauf que la qualité de vie est moins bonne quand on est dans le coma. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir l'équilibre. Puis l'équilibre, c'est vraiment la personne elle-même qui le sait. Des fois, les gens, ils viennent puis ils demandent est-ce que je devrais augmenter ma dose? Mais moi, je dis, je ne le sais pas, c'est vous qui le savez. Parce que des fois, on augmente la dose, puis ils disent ah, je suis plus constipé ou plus endormi, mais ça vaut la peine parce que j'ai moins mal. Des fois, ils disent ah, je suis trop constipé, j'aime mieux avoir moins mal, avoir plus mal puis être moins constipé. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre qui est la question la plus importante. Donc, on va passer un petit peu à travers chacun des médicaments pour voir qu'est-ce qui est rapidement, qu'est-ce que c'est les différentes caractéristiques de chacun. L'acétaminophène, qu'on appelle Tylenol ou Atasol, c'est la même chose, c'est seulement des compagnies différentes, qui existent en plusieurs formes. Un qui est la courte action. Donc, la courte action, c'est le Tylenol ordinaire qui va durer 3-4 heures. Il y a le régulier puis il y a l'extra fort. Il y a le longue action qui va durer 6-8 heures. Ça, c'est toute une chose aussi qui s'est développée depuis 10-15 ans à peu près. Là. Et maintenant, il y a toute une rangée de Tylenol à la pharmacie. Hein. Puis à chaque fois que je vais à la pharmacie, on dirait qu'il y en a un nouveau qui est arrivé. Puis c'est important parce qu'il faut vraiment connaître qu'est-ce que c'est. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces différentes formes-là, dans ces différents Tylenol-là, parce qu'il y en a qui peuvent être dangereux. Donc, puis il faut vraiment lire pour le savoir. C'est pour ça qu'on va en parler un petit peu parce que c'est important. Peut-être vous vous demandez, vous trouvez que j'ai rien à faire là, si je passe ma vie à aller regarder les Tylenol à la pharmacie. Mais d'habitude, ma femme va dans les cosmétiques, moi je vais dans les Tylenol. On a chacun nos intérêts. Mais c'est important parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir. Donc, les longues actions. Le Tylenol arthrite, c'est le premier qu'il y a eu. Le Tylenol arthrite, il n'est pas plus pour l'arthrite que pour rien d'autre. La seule chose, c'est juste du marketing. Hein? C'est la compagnie qui dit arthrite parce que dans notre tête, ça va être bon pour l'arthrite. Tout ce que c'est le Tylenol arthrite, c'est que c'est une longue action. Au lieu d'agir pendant 3-4 heures, il agit pendant 6-8 heures. Donc, j'ai besoin d'en prendre moins souvent. Il y a le Tylenol douleur musculaire. Ça, c'est un des nouveaux que j'ai découvert. Le Tylenol douleur musculaire, il est pareil comme arthrite. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment juste du marketing. Eux, ils se disent que si on en a deux différents, les gens vont prendre un s'ils ont mal aux muscles, l'autre s'ils ont de l'arthrite. Mais c'est la même chose, c'est seulement du marketing. Mais il est plus fort que il est plus long. Il n'est pas plus fort. Il agit plus longtemps. Oui, sauf que c'est 650, mais qui agit sur 8 heures. Alors que l'extra fort, c'est 500 qui agit sur 4 heures. Il est plus cher, il est très cher. Oui, il est très cher, c'est vrai. Excusez-moi, moi je suis d'accord avec vous, parce que je regarde ça, voyons, ça n'a pas de sens, je ne sais même pas quoi choisir. Moi, j'ai un problème avec ça. Pas juste avec les médicaments, avec d'autres choses aussi qu'on voit sur les marchés. Je ne sais pas où on s'en va. On va en reparler. Si je ne réponds pas à votre question, on en reparlera. Mais c'est un bon point. Ce qui est bien avec le Tylenol, c'est que... si on le prend aux bonnes doses, il n'y a pas d'effet secondaire ou presque pas.
Si on en prend beaucoup, on peut avoir un peu de brûlement d'estomac, mais habituellement, il n'y a pas d'effet secondaire si on ne dépasse pas la dose. Qu'est-ce que c'est la dose? On dit qu'à 60 ans et plus, on ne devrait pas prendre plus que 2,6 grammes par jour. Donc, qu'est-ce que c'est 2,6? C'est 8 réguliers, 5 extra forts à peu près, ou 4 longues actions, donc 4 de toutes les autres. Pas tout ça ensemble. Soit 8 réguliers, soit 5 extra forts, ou soit 4 longues actions. Donc, c'est ceux-là. Si on a des problèmes de foie, qu'on prend de l'alcool ou qu'on les prend pour une longue période, ça serait mieux de consulter un médecin ou le pharmacien avant. Dans les autres qui existent, dans les nouveaux que j'ai découverts là, dernièrement, il y a le Tylenol mal de dos, puis il y a le Tylenol courbature nuit. Là, ils ne savent plus quoi inventer. Là. Le Tylenol courbature nuit puis le mal de dos sont pareils. C'est exactement la même chose. Mais ceux-là, ils sont importants à connaître parce qu'ils peuvent être dangereux. Parce que dans le Tylenol mal de dos puis le courbature nuit, il y a un relaxant musculaire qu'on appelle du méthocarbamol qui peut endormir. Donc, le Tylenol mal de dos puis le Tylenol courbature nuit, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est du Robaxacet. Peut-être que vous avez déjà vu aussi du Robaxacet. Ces trois-là, c'est exactement pareil. C'est la même chose. Sauf qu'il faut être un maniaque comme moi puis lire les petites lignes sur la boîte pour le savoir. Pardon? Oui. Puis le problème, c'est que donc, ça endort. Puis le relaxant musculaire, malgré son nom, ça ne relaxe pas de muscles. Ça relaxe la personne parce que ça endort. Puis quand on est endormi, bien, on est un peu plus relax. Puis là, on a moins mal. Je suis plus relax parce que je suis endormi. Puis là, mes muscles sont plus relax. Donc, ça n'a pas d'effet sur les muscles, mais ça diminue la mémoire puis ça peut faire tomber. Moi, j'ai eu un monsieur de 83 ans. Là, il venait parce qu'il disait qu'il avait un Alzheimer. Le monsieur, il avait mal dans le dos. Puis quand il prenait, son seul médicament qu'il prenait, c'était du Tylenol. Mais quand on a fouillé plus, puis qu'il l'a apporté, ce qu'il prenait, c'était du Tylenol mal de dos. Il les achetait chez Walmart en cruche, là. Puis il en prenait 12 par jour. Donc on a arrêté ça, puis sa mémoire est complètement redevenue normale. Il tombait 3-4 fois par jour, puis il a arrêté de tomber. Donc c'est pour ça que même si c'est sur la tablette, c'est pas toujours inoffensif. L'autre auquel il faut faire attention, c'est le Tylenol mal de tête, parce qu'il y a de la caféine dedans. C'est sûr que la caféine, ça aide pour le mal de tête. C'est très bon pour le mal de tête, la caféine. Mais si j'ai mal à la tête avant de me coucher, bien, c'est pas une bonne chose de prendre un Tylenol mal de tête, parce que peut-être que je dormirai pas bien. Aviez-vous d'autres questions sur le Tylenol avant qu'on passe aux autres choses? Le Tylenol, à un moment donné, quelqu'un, moi, je fais de la pression, puis le pharmacien dit prends de régulier. Oui, je ne sais pas si tout le monde a compris. Là. Madame ici a dit qu'elle fait de la haute pression, puis le médecin il a dit de prendre le régulier. Ça n'a pas beaucoup d'effet sur la pression, les anti-inflammatoires. Pharmacien. Je voulais du Tylenol parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un rhume ou quelque chose comme ça, de la grippe. Il dit plutôt que toutes ces choses. OK, oui. OK, oui, parce que si on a la grippe, là, je n'ai pas parlé de toutes les autres, là, le Tylenol sinus, puis le Tylenol rhume, puis tout ça, parce que ça, c'est d'autres choses. Mais c'est vrai que si on fait de la haute pression, on ne va pas toucher aux autres. Si on parle des anti-inflammatoires, qu'est-ce que c'est les anti-inflammatoires? Il y en a qui sont sans prescription, Advil, Motrin, Aleve, c'est toutes des choses qu'on peut avoir sans prescription. C'est la même chose, ces trois-là, là, sauf que le Aleve, il dure plus longtemps, il dure 24 heures. Il y en a qu'on peut avoir avec une prescription, vous en avez quelques-uns ici. Le problème avec ça, c'est que oui, ils sont utiles si la douleur est aiguë, si elle dure depuis pas longtemps, s'il y a de l'inflammation, mais il y a beaucoup, puis je devrais dire plus de beaucoup, d'effets secondaires chez les aînés. Donc, problème d'estomac, ulcère, irritation, problème de rein qu'on voit très souvent, haute pression, rétention d'eau, donc beaucoup d'effets secondaires. Donc, il faut faire très attention à ces médicaments-là, puis toujours consulter le médecin ou le pharmacien avant d'en prendre. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre un Advil de temps en temps, là, mais il ne faut pas prendre un Advil tous les jours sans avoir consulté avant. Il y a plusieurs crèmes qui existent. Puis là, encore là, on pourrait en avoir des tonnes. Là, oui? Ouais. C'est intéressant parce que c'est quelque chose de... Dans le fond, l'acétaminophène, c'est pas un anti-inflammatoire. Puis je pense que son mode d'action, c'est au niveau du cerveau plus qu'au niveau de l'inflammation. Oui, c'est une bonne question. Je vais répéter parce que peut-être pas tout le monde a entendu. L'acétaminophène, c'est quoi son mode d'action? C'est une excellente question. Puis si vous avez la réponse, vous allez probablement gagner un prix, là, parce que personne ne le sait vraiment. Il y a plusieurs hypothèses qui existent. Il y a plusieurs hypothèses différentes. De plus en plus, on pense, puis c'est intéressant, là, je vais juste aller rapidement là-dessus, on pense que ça joue sur un récepteur qui s'appelle un récepteur vanilloïde. Puis ce récepteur-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un récepteur de cannabis.
Donc, des fois, maintenant, de plus en plus, on pense que le Tylenol, c'est comme du cannabis ou de la marijuana, mais à petite dose. Donc, de plus en plus, on pense ça. Puis, il y en a qui disent qu'ils prennent du Tylenol pour dormir ou que le Tylenol, ça les fait dormir. Puis, on ne croyait pas vraiment ça. On pensait que c'était un peu psychologique. Mais de plus en plus, on a des preuves que ça pourrait être vrai. Mais ce n'est pas un anti-inflammatoire, l'acétaminophène, pas du tout, du tout. Oui. La façon que vous en parlez, c'est une meilleure option parce qu'il y a moins de problèmes? Beaucoup. Une beaucoup meilleure option, à moins qu'on ait une maladie inflammatoire. Là. Si j'ai de la vraie arthrite rhumatoïde ou une maladie inflammatoire, ou si j'ai une tendinite ou quelque chose comme ça, que je vais le prendre sur une courte période, là, ça peut être une bonne idée. Mais si j'ai de l'arthrose, pas depuis 30 ans, c'est probablement pas une bonne idée, parce qu'il y a trop d'effets secondaires. De prendre des anti-inflammatoires, je serais mieux avec du Tylenol. Oui? Oui, moi je dis Aleve, là, je ne sais pas s'il y a un autre nom. Ouais. Par contre, bon, ce sont des anti-inflammatoires. Mais tout à coup, monsieur parle d'acétaminophène. C'est le Tylenol. Il était ici. Tylenol ou Atasol, c'est la même chose, c'est deux compagnies différentes. J'avais dit le maximum est 2 grammes, 2,6. 2,6 grammes. Oui, 2600 mg, oui. Donc, il y a toutes sortes de crèmes pour les douleurs aux muscles. Antiphlogistique, Bengay, Mioflex, des crèmes pour les douleurs dues aux atteintes des nerfs qu'on va utiliser entre autres si on a un zona ou pour les articulations. Là, il y a beaucoup de crèmes, donc je ne pourrais pas... si vous avez des questions spécifiques, on peut en reparler, là, mais c'est difficile d'y aller plus en détail. Voltaren, est-ce que c'est dangereux? En crème? Oui. Non. Là, ça, c'est une excellente question. Il y a Voltaren en crème. C'est un anti-inflammatoire, mais parce que c'est en crème, il agit seulement au niveau de la peau, donc il n'est pas dangereux. Il est absorbé très peu. Oui, il agit où ça fait mal. Il y avait une annonce pour ça, hein, ça agit où ça fait mal. Si c'est Madame demande si c'est l'articulation, est-ce que ça n'agira pas? Ça dépend beaucoup. Il y a des crèmes de Voltaren, il y a des gouttes aussi. Il y a des gouttes qui s'appellent Pennsaid, il y a des gouttes qui s'appellent Voltaren. Donc, ça va agir au niveau de l'articulation du coude, des mains, des petites articulations qui sont proches de la peau, le coude, les mains, les genoux à la limite. C'est sûr que l'épaule, pas beaucoup, les hanches, pas du tout, parce que ça ne se rendra pas à l'articulation. Mais parce que ça agit seulement au niveau de la peau et au niveau de l'articulation, mais ça ne va pas dans le sang, il n'y a presque pas d'effets secondaires. On dit qu'il pourrait avoir des effets secondaires si on en met sur plus, je pense que c'est que 10 % de la surface de notre corps. Donc, si on s'en met partout, il ne faut pas le prendre comme la crème hydratante. Là, ça pourrait être dangereux. Mais si on n'en met pas partout, il n'y a pas de danger. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, je travaille beaucoup avec mes mains. J'ai des problèmes, c'est normal. En tout cas, le matin, le midi, à chaque fois que je finissais ma patiente, je me frottais mes doigts. Je n'ai pas vu la différence. J'achetais plus gros qui coûtent. C'est énorme. Le prix aussi, en arrière de la pharmacie, je l'ai acheté 4. Je n'ai pas vu qu'il y avait une grande différence. Ça ne va rien changer dans ma vie de toute façon. Je pense que c'est tout pour le marketing. Ça, c'est moi. Je ne sais pas si c'est en moi que... Oui, ce que Mme dit, c'est que ça ne fonctionnait pas, même si elle en mettait sur les mains. Ce que je voulais dire, c'est que ça ne fonctionne pas pour les grosses articulations. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne chez tout le monde non plus. Là. C'est pas, en douleur, malheureusement, c'est beaucoup du essai-erreur. On ne peut pas le savoir avant de l'essayer. Ce n'est pas comme la pression. La pression, le diabète, c'est facile parce que c'est à peu près la même chose chez tout le monde. En douleur, il faut faire des essais puis voir si ça fonctionne ou pas. Si on parle des opioïdes qu'on appelle les narcotiques, c'est vraiment des médicaments qui sont plus forts que les autres. Donc, pour la douleur sévère, ça prend une prescription pour en avoir. Donc, il y a des effets secondaires, nausées, donc mal au cœur. On peut être plus somnolent, constipé, puis de la confusion. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc, il y en a plusieurs, il y en a toutes, je les nomme là, juste au cas où ce seraient des choses que vous connaissez. Il y a des courtes actions qui durent 3-4 heures, qu'on va prendre quand ça fait mal. Il y en a toute une série ici que vous pouvez lire. Là. Il y a des longues actions. L'avantage de prendre une longue action si j'ai mal, c'est que ça va m'empêcher d'avoir mal, ça va empêcher la douleur de devenir trop sévère. Parce que si ça fait trop mal, ça va être beaucoup plus difficile de la traiter.
Donc, c'est mieux de le prendre avant que ça fasse trop mal. Ou si je le prends longue action, à long terme, ça va faire en sorte que je n'aurai pas trop mal. Donc, est-ce que c'est un dérivé de la morphine? Madame demande, est-ce que Tramacet, c'est un dérivé de la morphine? Il y a du Tylenol. Il y a aussi l'autre qui s'appelle du Tramadol. Puis il n'y a personne qui s'entend vraiment pour répondre à votre question. La réponse stricte, vraie, là, ce serait que ce n'est pas un dérivé de la morphine ou que c'est un très, très faible dérivé de la morphine. Mais beaucoup moins il y a en théorie beaucoup moins d'effets secondaires que les autres. En pratique, c'est vraiment pas tout le monde qui le tolère bien. Le dilodide, c'est un dérivé de la morphine? Oui. Dilodide, oui, c'est un dérivé de la morphine. Peut-être pas un dérivé, mais c'est tous des cousins. Ils sont tous cousins ensemble. Les personnes qui ont d'office des effets secondaires, c'est-à-dire de nausées, constipation, etc., est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ce type de médicament-là qu'on peut offrir contre la douleur? Oui, la question, c'est si quelqu'un a des effets secondaires avec ces médicaments-là, est-ce qu'on peut offrir d'autres choses contre la douleur? Oui, bien sûr. Tout ce que le Tylenol qu'on pourrait donner. Il y a beaucoup d'autres sortes de médicaments qui peuvent aider aussi. On va en reparler un petit peu tantôt. L'autre chose, c'est que souvent, quand les gens disent qu'ils ont des effets secondaires, c'est une question de dose. Il faut vraiment donner une plus petite dose. Des fois, quand la dose est plus petite puis qu'on augmente plus tranquillement, ça va mieux. Puis, il y en a toute une série ici. Puis, parce qu'on a des effets secondaires avec un, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des effets secondaires avec l'autre. Une personne qui a été opérée, à laquelle on donnait, par exemple, du dilodide au moment de l'opération, mais avec du Gravol, parce qu'elle avait des nausées, la constipation. À la maison, dernièrement, elle a d'autres choses qui n'est pas du dilodide. Je ne me souviens pas c'est quoi exactement, mais encore là, constipation, nausée, elle a de la misère à se tenir debout parce qu'elle est étourdie. Je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est peut-être une question de dose ou d'en essayer un autre que le dilodide, peut-être, ça vaudrait la peine. Actuellement, ce n'est pas du dilodide, mais c'est dans la même catégorie de médicaments forts pour enlever une douleur, grosse douleur. Il n'y a rien qui fonctionne avec elle. Ça donne beaucoup d'effets secondaires tout de suite. C'est difficile de répondre parce que je n'ai pas tous les détails, là, mais peut-être qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient être essayées. Oui. On va en reparler un petit peu tantôt. Entre le dilodide, l'autre qui avait par Tramadol. Oui. Moi, c'est la première fois que les médicaments sont beaucoup plus faits avec Tramadol. Ça se peut. Ça se peut. Il y en a qui vont très, très bien avec le Tramadol. Ça agit beaucoup moins sur le mental. Oui, madame dit que le Tramadol, ça agit beaucoup moins sur le mental, c'est vrai. C'est vrai que ça donne beaucoup moins d'effets secondaires sur la mémoire et tout ça. Il y a d'autres problèmes, là. Souvent, moi, les gens que j'ai vus ont beaucoup mal au cœur avec ça, mais c'est vrai que ça agit moins sur la mémoire. OK. C'est un cadeau. OK. Excellent. C'est un cadeau qui est cher, par exemple, là, parce qu'il coûte cher. Oui. Il y a toutes les longues actions. Vous en avez toute une série ici aussi, là. C'est tout dans la même famille, tout un petit peu semblable de médicaments, longue action pour la douleur. Il y a des patchs. Il y a une patch qu'on appelle une patch de duragésique qu'on va changer aux 3 jours. Souvent, les gens parlent de ça. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très, très puissant. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Il y a une autre patch qui existe depuis moins longtemps, qui est très, très bonne, qui fonctionne très, très bien, parce qu'on peut avoir des petites doses, puis qu'on change seulement une fois par semaine. Donc, ça peut être intéressant à utiliser aussi. C'est lequel? C'est le Butrans, c'est le deuxième ici. Le problème avec ce médicament-là, c'est que au Québec, on a un conseil du médicament qui s'appelle plus comme ça maintenant, il s'appelle l'INES. C'est ceux qui acceptent les médicaments qui sont remboursés ou pas, puis ils deviennent de plus en plus sévères dans les dernières années, puis surtout pour les médicaments contre la douleur. Donc, c'est très difficile qu'un médicament soit remboursé puis soit payé maintenant, les nouveaux médicaments. Donc, le Tramadol, dont Madame parlait ici, comme le Tramacet, le Butrans, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas payés, puis ils coûtent cher. Donc, il les paye s'il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Donc, il faut avoir essayé tout le reste, puis là, ils vont le payer. Mais ça peut être assez difficile des fois. Il y a d'autres médicaments qu'on peut utiliser. Par exemple, si c'est les nerfs qui sont un problème, il y a des antidépresseurs qu'on peut donner. Ce n'est pas parce que je suis déprimé, c'est parce que les antidépresseurs, il y en a certains qui vont, comme le Cymbalta, là, celui qu'on voit le plus, qui agit vraiment directement sur la douleur. Il y a des médicaments contre l'épilepsie qui peuvent agir contre la douleur
pas parce que j'ai de l'épilepsie, mais parce que il joue vraiment sur la douleur. Maintenant, il y a le Cymbalta, qui est un médicament qu'on peut donner pour la dépression, mais qui a aussi des effets sur la douleur. C'est un médicament qui peut même agir sur la douleur à cause de l'arthrose ou du mal de dos. On va aller assez rapidement, là, on a presque terminé avec quelques questions. Est-ce que je vais devenir dépendant de mes médicaments contre la douleur? Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que c'est dépendant. Quand on parle de devenir dépendant, d'habitude, on veut dire est-ce que je vais devenir accro à mon médicament puis que je ne pourrai plus m'en passer. La réponse est rare. Dans les études, c'est genre 0,5 %. Si j'ai une douleur chronique puis que je prends un médicament comme la morphine ou comme ça, c'est très, très, très rare que je vais devenir dépendant du médicament. Si j'ai des facteurs de risque, c'est-à-dire que si j'ai des problèmes d'alcoolisme, si j'ai des problèmes d'abuser d'autres drogues, d'autres médicaments, là, les risques sont plus grands. Mais si j'ai rien de tout ça, c'est très, très, très peu probable que je devienne accro aux médicaments. La morphine ou un médicament comme ça, je vais avoir une réaction du corps qui va être en sevrage ou en retrait. Je vais avoir une réaction physique, donc tremblement, des nausées, diarrhée, mal au ventre. Même si on prend des grosses doses, on peut même en mourir. Donc, on a des réactions physiques parce que j'arrête de prendre le médicament, parce qu'il y a une dépendance du corps au médicament. Ce n'est pas psychologique. Si je prends un médicament contre la pression, je vais avoir la même chose. Ma pression va monter très, très haut si je l'arrête tout d'un coup. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il ne faut pas l'arrêter tout d'un coup. Ce n'est pas psychologique, c'est vraiment le corps qui a ça. Est-ce que je dois économiser mon médicament contre la douleur au cas où la douleur s'aggraverait? Donc, si je prends des médicaments maintenant et que ma douleur s'empire et ne feront plus effet, non. C'est mieux de le prendre quand on a mal pour empêcher que la douleur devienne trop sévère. Puis ils ne perdent pas leur activité. On a parlé de médicaments, on a parlé de psychologie, de physiothérapie. Il y a des injections, des infiltrations qu'on peut faire, toutes sortes d'infiltrations différentes. Donc, des points gâchettes. Qu'est-ce que c'est un point gâchette? C'est que, c'est facile, là. On va aller injecter de la cortisone où ça fait mal. Donc, j'ai mal à quelque part, je vais aller injecter de la cortisone. Vraiment comme ça ici, si ça fait mal là, on va aller mettre des petites aiguilles pour injecter. Il y en a qui croient beaucoup à ça. Moi, dans ce que j'ai vu, c'est que ça va agir pendant 3-4 heures, puis la douleur revient après. Oui? Tous les médicaments, je sais aussi ce qui va créer un stress, c'est au niveau de rendre le corps paresseux, qu'à force de prendre un médicament, le corps allait moins produire de choses, ce qui fait qu'à long terme, on est dépendant parce que le corps était moins fonctionnel pour traiter lui-même les problèmes. Je sais pas si... Oui, la question, c'est des fois le corps devient paresseux puis est moins fonctionnel pour traiter lui-même les douleurs, les problèmes. C'est pas vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup avec la douleur. On le voit si je prends de la cortisone, par exemple. OK, la cortisone, oui. La cortisone, le corps devient paresseux puis on ne peut pas l'arrêter tout d'un coup. Ça, c'est un bon exemple, mais pour les autres médicaments, je dirais non. Oui. La cortisone, est-ce que ça peut donner des crampes? La cortisone, est-ce que ça peut donner des crampes? Pas beaucoup, non. Je dirais que non, moi. Est-ce que ça affaiblit le cœur? La cortisone ou les autres? La cortisone, non. L'injection de cortisone. Non. Il me semble que ça a beaucoup d'effets secondaires négatifs, la cortisone. La cortisone, oui, ça a beaucoup d'effets secondaires. Attends, là, il y a deux choses différentes. Là, ici, on parle de cortisone qu'on va aller injecter à quelque part. Si on parle de... ça va donner beaucoup d'effets secondaires si on le prend par la bouche. Oui, là, ça va donner des effets secondaires. Mais cette cortisone-là, la seule chose que ça peut faire, c'est que ça peut augmenter le diabète ou ça peut augmenter la pression, mais sur quelques heures, pas plus que ça, quand on va l'injecter à quelque part. Ah, bonne idée. Merci, monsieur. Je dois savoir, les injections, est-ce que ça détruit les os? C'est ce que j'ai entendu dire. Est-ce que c'est vrai? Oui, bonne question. J'allais la répéter. Oui, j'allais la répéter, mais vous l'avez entendu. Est-ce que la cortisone détruit les os? Je la répète quand même. Bon. La réponse est si j'en fais beaucoup, peut-être que oui. C'est pas clair. C'est quand on le fait chez des rats, chez des souris ou d'autres animaux, oui, ça peut détruire les os un peu. C'est pour ça qu'on n'en fait pas plus que 3-4 par année d'habitude, au même endroit. Ça veut dire que je peux avoir une épaule, un genou, puis le dos, ça ne dérange pas. Mais pas plus que 3 ou 4 au même endroit dans la même année, parce que si oui, ça pourrait détruire un petit peu les os à long terme si j'en ai longtemps ou souvent. Mais notre système, dans notre cas, nous avons la cortisone, on en fait. Mais quand on se fait donner des piqûres de nerfs, à un moment donné, on n'en a plus. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est exactement ce que monsieur disait tantôt. Si je prends par la bouche, si je prends de la cortisone par la bouche,
Le corps en produit plus parce qu'il le reçoit gratuitement. Donc, il dit pourquoi j'en ferais? Parce que je le reçois. Mais si on fait des injections, ça ne s'en va pas dans le sang. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question, docteur. Oui. Et on vient de finir le siècle XX, et siècle de la haine et de la douleur. Il est décrit comme tel. Espérons que le 21, on améliore un peu, non? Mais à l'époque de la Première Guerre, où les anesthésiques n'étaient pas là, ils employaient le lavement de café comme façon d'allévier la douleur. Et ils ont démontré que l'alléviation venait de l'élimination de toxines, parce que le café et la caféine ouvrent le système portal, donc le nettoiement est plus facile. Et je pose la question, est-ce que la possibilité de se détoxifier 2 fois par année, par exemple, pourrait nous aider à être mieux blindés contre la douleur? Il y a des façons de se détoxifier, non? D'éliminer les toxines. Des lavages coliques. Oui. Attendez, je vais prendre quelques secondes là, pour réfléchir, parce qu'il faut bien le formuler. Ça va dépendre que, premièrement, il n'y a aucune évidence scientifique ou médicale qui dit que ça aide. Zéro. Il n'y a rien qui dit que ça aide. Est-ce que ça peut nuire? C'est surtout ça qu'il faut regarder. Est-ce que ça... Il y a aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. Hein. Si je pense que quelque chose va fonctionner, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner. Est-ce que c'est mauvais? Non. Si c'est quelque chose qui est inoffensif, moi, ça ne me dérange pas si ça fonctionne, si ça fait du bien. Mais il faut surtout que ça ne nuise pas. Il faut voir qu'est-ce que c'est les façons de se détoxifier. Si on parlait de lavage colique, là, si ça ne nuit pas le lavage colique, moi, j'ai rien contre ça. Mais si ça me déshydrate puis que je tombe en insuffisance rénale, puis là que je tombe puis que je me fracture une hanche parce que je suis déshydraté puis que ma pression est trop basse, là, c'est pire. Mais pour la détoxification, il n'y a aucune évidence scientifique ou médicale que ça fait quoi que ce soit. Oui? Alors, les infiltrations, vous dites que ça dure 3-4 On va juste finir on va finir mes infiltrations, puis je vais continuer là-dessus après, je le promets, parce que c'est après ça, on a fini de toute façon. Donc, les autres sortes d'infiltration, on peut infiltrer l'articulation. Si j'ai de l'arthrose dans le genou, dans l'épaule, on peut aller mettre soit de la cortisone ou d'autres choses qu'on appelle de l'acide hyaluronique. Ça s'appelle soit du Synvisc ou du Durolane, quelque chose comme ça, ou du Ilan, je pense. C'est toute la même chose. On va aller mettre comme du lubrifiant dans l'articulation. La cortisone va diminuer l'inflammation. L'autre, ça va comme mettre du lubrifiant. Des fois, ça peut fonctionner si l'arthrose n'est pas trop sévère. Moi, je vois surtout les patients chez qui ça n'a pas fonctionné. Donc, d'habitude, il faut payer pour ça. Donc, d'habitude, quand ils parlent de ça, ils disent la piqûre qui m'a coûté 300$, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, 400$, OK. Donc, mais chez certains, ça fonctionne apparemment. Les épidurales, si j'ai mal dans le dos puis j'ai une sténose spinale, comme on voyait tantôt, on va prendre une aiguille, on le voit ici là, sur le dessin, on va prendre une aiguille puis on va aller mettre de la cortisone et d'autres médicaments, là, des anesthésiques ici dans le canal pour aller diminuer l'inflammation, puis ça peut aider à soulager le nerf. Des blocs facétaires, si j'ai de l'arthrose, on va aller aussi prendre de la cortisone puis aller la mettre ici pour diminuer l'inflammation. Ce qu'on entend des fois, moi, peut-être surtout des professionnels de la santé, là, c'est qu'ils disent « on ne va pas faire une épidurale à 85 ans, on ne va pas faire une épidurale à 90 ans parce que c'est trop agressif pour quelqu'un de cet âge-là. » Moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que si je fais une épidurale puis que ça fonctionne, on va éliminer exactement où ça fait mal, c'est beaucoup moins agressif que de prendre une pilule chaque jour qui va me causer des effets secondaires. Donc, il ne faudrait pas s'en empêcher de faire ces choses-là, même si on a 85, 90 ou 100, 105 ans. Une bonne question, c'est ça. Moi, je suis allée 2 ans et demi à la clinique de la douleur. Oui. J'ai eu des épidurales. J'en ai peut-être 2, 3 qui ont fait effet. Mais déjà, très jeunes, ils ont essayé de m'aider pour une chirurgie, puis ils n'ont pas réussi. Mais j'ai trouvé juste dernièrement, ça m'est revenu à la mémoire, pour dire à mon médecin qui me faisait ça, comment ça se fait que ça ne se rend pas à bonne place. J'ai eu une greffe de la colonne à 15 ans. Puis je pense qu'une greffe de la colonne, c'est pas la même colonne vertébrale.
Fait que le liquide, est-ce qu'il peut passer aussi bien quand vous avez une grève de la colonne? Moi, je dis que c'est probablement ça qui bloque le procédé de ça. Oui, je ne peux pas répondre pour vous précisément, mais en général, la question c'était si on a eu une grève de la colonne, est-ce que ça se peut que l'épidurale ou ces choses-là ne fonctionnent pas? La réponse est oui, que ça se peut que ça ne fonctionne pas à cause de ça. Puis il y a plusieurs personnes chez qui ça ne fonctionne pas du tout. On parlait de c'est quoi la durée de toutes ces infiltrations-là. Là. Puis moi, je dis toujours aux gens, c'est entre rien du tout, puis un soulagement qui dure toute la vie. C'est quelque part entre ça. Donc, on ne se trompe pas beaucoup, hein? Donc, il y en a que ça leur fait absolument rien. Il y en a chez qui, ça, c'est ceux que j'appelle les pires, parce qu'on donne deux sortes de médicaments. On donne un médicament qui gèle, puis on donne la cortisone. La cortisone, ça commence à agir après 2 jours à peu près. L'autre, qui est le même, la xylocaïne, la même chose qu'on a chez le dentiste, ça agit pendant 2 jours. Donc, moi, je dis toujours, les pires, c'est ceux qui vont mieux avec l'anesthésique, puis qu'après ça, ça s'en va, puis la cortisone ne marche pas. Ceux-là, c'est les pires parce qu'ils savent ce serait quoi pas avoir mal. J'en ai vu, là, il y a 2 heures après, il n'y avait plus mal du tout. Ça a duré une journée. Ils ont tout fait le grand ménage. Ils ont tout fait parce que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas été bien comme ça. Puis c'est comme Cendrillon, là, à minuit, l'effet s'en va, puis je reviens comme avant. Ça, c'est les pires, je pense. Il y en a qui la cortisone va agir pendant 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il y en a des fois, ça permet de recommencer la physiothérapie, puis la physiothérapie va m'aider. Donc, après ça peut les soulager beaucoup plus longtemps. Mais chacun est différent. Il y en a qui vivent pendant 10 ans en ayant leurs injections 3-4 fois par année. Il y en a qui vivent 10 ans avec les injections 3-4 fois par année. Puis tout d'un coup, j'en ai vu une cette semaine, là, pouf, il y en a une où ça n'a pas marché. Pourquoi celle-là n'a pas marché, on ne le sait pas, mais c'est comme ça. Des fois, si ça s'empire en vieillissant, si l'arthrose ou tout ça s'empire, ça va faire moins effet. Si on parle de clinique de douleur rapidement, puis on pourra reprendre des questions après. Qu'est-ce que c'est une clinique de douleur? L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs spécialistes en même temps. Donc, médecins, psychologues, infirmières, physiothérapeutes. Malheureusement, les aînés sont moins référés à ces cliniques-là parce que les gens ont l'impression qu'ils font moins bien, qu'ils répondent moins bien. Mais si le programme est bien adapté, ça fonctionne aussi bien. Ça, c'est l'équipe qu'on pourrait avoir. Tous ces gens-là ont un rôle à faire pour traiter la douleur chez les aînés. Donc, médecins, infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues, pharmaciens, kinésiologues, bénévoles, aumôniers, travailleurs sociaux, diététistes, préposés aux bénéficiaires. Évidemment, c'est le patient puis la famille qui est au centre puis qui vont vraiment dire les objectifs du traitement. Je présente souvent ça des professionnels de la santé, puis il y en a presque toujours un qui dit « Ah, vous avez oublié ma profession, nous aussi, on pourrait faire quelque chose. » Malheureusement, il n'y a plus de place sur la diapositive. Puis notre budget est écoulé aussi, donc on ne peut pas en rajouter d'autres. Le dernier qui a dit ça, c'est un clown. Il disait « Nous aussi, les clowns n'ont pas aidé. » J'ai dit, c'est vrai, mais il faudrait que j'enlève quelqu'un. Puis je ne savais pas qui enlever pour le remplacer par un clown. Donc, je n'ai pas enlevé personne. Mais tous ces gens-là, c'est vraiment en équipe qu'on peut bien le contrôler. En terminant, il faut bien adapter le traitement au patient. Donc, ce n'est pas le même traitement qu'il va faire pour tout le monde. Ça, je trouve que c'est un bon exemple. Ce monsieur-là, s'il se promène dans le champ comme ça, mais c'est sûr que sur sa marchette, on va être mieux d'avoir des grosses roues. Ça va aller mieux. Donc, il faut vraiment savoir à qui on a affaire si on veut bien adapter le traitement. Une autre chose, c'est qu'il faut bâtir sur les forces. Ça, j'ai vu ça, quelqu'un m'a montré ça il y a 1 mois à peu près, puis j'adore beaucoup ces photos-là. Là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'équipe qui a gagné, qui a fait un record du monde Masters au relais 4 x 50 mètres. Ils appellent l'équipe, c'est la catégorie 360. Pourquoi 360? Parce que si on additionne leur âge, ça fait 360. Donc, 84, 97, 90 et 89 ans. Celle qui est ici, Clarisse Artis, on la voit ici quand elle plonge dans l'eau. Puis on la voit ici quand elle est hors de l'eau. Sont toutes québécoises, j'imagine. Non, c'est des Australiennes. Mais donc ça, c'est quand elle saute dans l'eau. Ça, c'est quand elle est en dehors de l'eau. Donc si on la regarde comme ça, là, on se dit « Ah, c'est une vieille dame qui a de la misère à marcher ». Si on la regarde comme ça, c'est une athlète olympique quasiment qui saute dans l'eau. Donc, il faut vraiment bâtir sur les forces, regarder les forces et non regarder les faiblesses de la personne.